Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Regard Croisé. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Ce soir, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, du Burkina et de la Guinée. Un sommet des dirigeants de la CEDEAO se prépare pour le 9 juillet. Sénégal, le président Macky Sall s'engage à consolider la démocratie. Nous parlerons également du Mali, action en justice contre la MINUSMA, accusé d'espionnage. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, OIT, Gilbert Ongo salue la politique d'inclusion du gouvernement togolais. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes directeur général de Plume Libre, donc vous êtes journaliste, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent du côté de Hanoï, c'est au Vietnam, et à Dakar au Sénégal. Voilà, à côté de vous, Samir Ourosama, vous êtes juriste et également président de l'association ICJVE. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis l'Arabie Saoudite, où a démarré depuis hier les activités comptant pour le pèlerinage de 2023. Il faut noter qu'il y a une très grande participation des pèlerins togolais grâce aux efforts du gouvernement sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé. Alors, notre troisième invité aujourd'hui, Gabin Adjao, vous êtes également juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Je salue spécialement mon grand frère Gabin Adjao Paterne depuis Paris, France. Et surtout, j'aimerais placer un message. Les vacances sont déjà là. Et on constate toutes sortes de viols, d'abus sur les mineurs à Lomé. Donc j'aimerais dire aux parents de prendre soin de leurs enfants et surtout de vérifier l'habillement des jeunes filles quand elles sortent. Les jeunes garçons aussi qui sont dans les bars, qui vont dans les bars et fument de la chicha à tout va. Il va falloir tout vérifier, tout contrôler pour qu'il n'y ait pas de ces choses-là durant ces vacances-là. Merci beaucoup à vous. Nous attaquons donc notre premier sujet, Mali, Burkina, Guinée, un sommet des dirigeants de la CEDEAO le 9 juillet. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir le 9 juillet à Bissau, en Guinée-Bissau, pour un sommet de l'organisation sous-régionale consacré au Mali, à la Guinée, au Burkina Faso. La tenue d'élections dans les délais proposés est souhaitée afin que ces pays disposent de régimes et de dirigeants démocratiquement élus, selon un communiqué de la présidence ivoirienne qui a apporté l'information publique. Les 3 pays en question étaient déjà sous le coup de tension de la CEDEAO depuis la section de ses militaires au pouvoir au Mali, au Burkina et en Guinée. Alors, un nouveau sommet de la CEDEAO se prépare et a en vue l'organisation des élections dans ces 3 pays. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous savez que ce sont des pays qui sont qualifiés de pays de coup d'État. Normalement, dans les tests de la CEDEAO et même de l'Union africaine, les coups d'État sont prohibés. Parce qu'il y a différence entre coup d'État et révolution du peuple. Ouais. Lorsque le peuple burkinabé s'est mobilisé pour chasser le président Blaise Compaoré, là, on ne peut pas dire que c'est un coup d'État. C'est le peuple qui a fait une insurrection, une révolution, comme ce qui s'est passé en France en 1789. Et donc, malheureusement, de jeunes officiers ont pris goût au pouvoir et peut-être qu'ils ont commencé par s'imiter, puisqu'il y a maintenant une forte fraternité et amitié entre les auteurs de coups d'État, que ce soit au Mali, au Burkina comme en Guinée. Sans oublier aussi le Tchad, parce que au Tchad également, il n'y a pas eu une succession réglementaire au pouvoir après la mort du maréchal Déby. Alors, la CEDEAO, que certains jugent décrédibilisée par ces sanctions envers ces pays, se doit de continuer sa mission, celle de faire respecter les règles démocratiques. Et les élections constituent un aspect à ne pas négliger
pour la jeune démocratie africaine. Donc, il y a déjà des sanctions. Certains ont demandé la levée de ces sanctions. On a essayé de revoir un peu la copie pour adoucir un tout petit peu les sanctions, puisque tel que proposé par certains chefs d'État, ce n'est pas ce qui a été appliqué ou ce qui est en vigueur aujourd'hui. Et donc, le président Alassane Dramane Ouattara a saisi cette occasion d'une rencontre pour dire nous espérons que effectivement au cours de ce sommet des chefs d'État le 9 juillet prochain, on va encore se pencher sur ces questions qui concernent ces pays, mais souhaiter surtout que les élections se fassent. Parce que c'est la meilleure façon de briguer le fauteuil présidentiel, c'est de passer par les urnes. Et que ce soit la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin, tous les pays de la CEDEAO s'inquiètent pour ce qui se passe dans ces pays de coups d'État où le terrorisme aussi est en train de prendre malheureusement du pas, où on est confronté à des rébellions. Si on prend le cas du Mali, non seulement il y a le terrorisme, mais il y a aussi la rébellion. Et donc, dans ce genre de cas, ce qui est préconisé, c'est qu'au moins la démocratie se porte bien. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali avec ce référendum qui donne tous les pouvoirs, du moins la grande partie du pouvoir, au chef de l'État, qui peut démettre son Premier ministre comme il veut, qui nomme directement les ministres sans consulter nécessairement le Premier ministre. Aujourd'hui au Mali, si les derniers résultats sortent du oui, alors ça veut dire que le Premier ministre n'a pas besoin de démissionner. Au moins chez nous, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, normalement, lorsqu'on te nomme Premier ministre, tu écris déjà ta lettre de démission qui est là, déjà signée. Et le jour où le président... Ah oui, en politique, c'est ça. Hein? Le jour où le président ne voudrait plus de toi, on t'appelle, on te dit, bon, écoutez, c'est bon, on met en vigueur ta démission. Mais au Mali, aujourd'hui, le président peut limoger le Premier ministre sans que celui-ci ne démissionne. Donc, on a mis trop de pouvoir dans les mains du président. Et on comprend aussi que ce test, c'est d'abord un essai pour voir comment est-ce que le peuple malien va réagir, mais également, on donne une possibilité à ceux qui ont fait le coup d'État d'être graciés, et peut-être qu'on va les voir comme candidats. Amnestier, c'est ça? Mais prochain sommet de la CEDEAO. Mais justement, donc, la CEDEAO a cette lourde tâche de revoir encore sa copie, et surtout la CEDEAO s'inquiète pour la paix et pour la sérénité, la stabilité dans ces pays de coup d'État. Ce que tout le monde souhaite, c'est que le Mali et le Burkina se sont engagés pour finir leur transition en 2024, et la Guinée en 2025, que ce calendrier soit respecté. Merci beaucoup. C'est le plus important. Samir Ourossama, un sommet de la CEDEAO se profile à l'horizon le 9 juillet, au cœur des discussions, les élections au Burkina, au Mali et en Guinée. Oui, je pense que ce n'est pas une surprise pour dire ça simplement comme ça, parce que quand vous prenez un peu la situation au niveau de ces pays-là, vous vous rendrez compte que depuis que ces différents pays-là, que ce soit en 2022 pour le Burkina Faso, en 2020 pour le Mali, et puis en 2021 pour la Guinée-Conakry, ces trois pays-là sont suspendus des instances décisionnelles, que ce soit de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Donc, il en va de soi que dans ces conditions-là, que ces pays-là retrouvent l'ordre constitutionnel, que les autorités qui sont censées diriger les affaires publiques dans ces pays-là aient une certaine légitimité. Donc, passe par le créneau des élections qui sont inscrites au niveau de ces constitutions-là comme un moyen qui ont été choisis par le peuple ou les peuples souverains de ces trois pays-là pour élire les gens à la direction de ces pays-là. Donc je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire de la CEDEAO, et je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ce débat qui
qui se fait autour de la CEDEAO. Parce que, vous savez, les hommes passent. Les présidents que nous avons aujourd'hui à la tête des pays, que ce soit au Togo, disons de tous les pays membres de la CEDEAO, je pense qu'ils sont autour de 16 pays membres de la CEDEAO, les dirigeants que nous avons à la tête de ces pays-là vont passer. La CEDEAO, elle demeure. C'est une institution qui appartient au peuple de la sous-région. C'est une institution qui n'appartient à aucun président de la République. Que les gens disent que non, que la CEDEAO est malmenée, elle est téléguidée, elle est instrumentalisée par les dirigeants et tout cela. C'est parce que nous avons élu ces dirigeants-là à la tête de ces pays-là. Donc la CEDEAO en tant qu'institution, parce qu'il faudrait le rappeler, il faut mettre une certaine distinction entre les dirigeants des pays et la CEDEAO en tant qu'institution, oui, avec les structures, avec les instruments que nous avons jugé important de mettre à la disposition de cette institution-là pour animer la vie socio-économique au niveau de nos sous-régions, de savoir faire la part des choses et de savoir que dans ces conditions-là, et conformément aux textes qui régissent le fonctionnement de la CEDEAO et notre part de souveraineté que nous avons cédée à cette organisation communautaire, nous devons de respecter les décisions qui sont issues de ces réunions comme ce qui s'annonce pour le 9 juillet prochain. Il n'y a pas encore de décisions en ce qui concerne. Mais vous avez vu par le passé, comment la CEDEAO a été décrite, même par les jeunes qui dirigent aujourd'hui ces différents pays-là. Donc je trouve que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la parole donnée par ces gens-là. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans un plan de sortie de crise, et vous engagez auprès de la communauté internationale, non seulement de la CEDEAO, auprès des institutions comme l'ONU et autres que vous savez, la francophonie et tout ce que vous savez, il va falloir que la parole que vous avez donnée, que vous respectiez cela. Le respect de cette parole, le Mali a déjà commencé le processus avec ce référendum. Mais ils ont déjà commencé quel processus? Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, le doyen a effleuré un peu une petite partie. Quand vous voyez un peu aujourd'hui la junte qui est en train de mettre en place tous les artifices nécessaires pour conserver le pouvoir. L'élaboration d'une nouvelle constitution... S'il vous plaît, le principe, ce n'est pas qu'on s'accorde sur une nouvelle constitution, qu'on organise des élections locales, régionales, législatives et présidentielles pour transmettre le pouvoir. Est-ce que le fait de commencer à s'accorder sur une nouvelle constitution, peu importe le fond, parce que là, les résultats diront si on est pour ou contre, est-ce que déjà le processus, l'idée d'avoir engagé un processus pour s'accorder sur une constitution n'est pas un grand pas à féliciter? Est-ce que c'est quand la junte au pouvoir au Mali, la junte au pouvoir en Guinée-Conakry, la junte au pouvoir au Burkina Faso, quand ils prenaient le pouvoir en 2020, en 2021, en 2022, le problème soulevé, est-ce que c'était un problème de constitution? Vous vous rappelez bien? Est-ce que c'était un problème de constitution? Non, ce n'était pas un problème de constitution. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans ces pays-là, au Mali notamment, où la junte est en train de mettre en place toutes les mesures nécessaires, notamment l'organisation d'un référendum qui est décrié, qui n'a pas eu l'adhésion de toute la classe politique au niveau de ce pays-là. Non, il faut arrêter. Il y a le taux de participation. Le taux de participation, tout cela. Vous savez ce qui se passe dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, la junte, on va en parler, la junte est en train de pouvoir mettre en place des artifices pour couvrir le pays d'une certaine obscurité, parce qu'ils sont en train de chasser tout le monde de leur pays. Donc quand vous chassez tout le monde, vous voulez avoir le contrôle de tout ce qui va se passer, et donc quand tout ce qui se passe, personne n'est là pour voir ce qui se passe et tout ça là, vous avez toute la largesse de pouvoir conserver le pouvoir. C'est la même chose en Guinée-Conakry. Donc ils ne sont pas animés d'une certaine bonne volonté, et je pense que le 9 juillet prochain, la CEDEAO doit être ferme là-dessus. Les élections doivent être tenues dans les délais qui ont été annoncés par les différentes juntes au pouvoir pour qu'on arrive à avoir des gens à la tête de ce pays de façon légitime. Merci beaucoup. Je crois que pour le moment, le processus est engagé, même si vous ne le concevez pas comme tel, au Mali avec un référendum constitutionnel. Gabin Adjao, un sommet de la CEDEAO prévu le 9 juillet prochain. Je vous reprends donc la question que je posais à Samir Ourossama. Est-ce à dire que le Mali s'est engagé déjà dans la voie qu'on voudrait, c'est-à-dire un retour de l'ordre constitutionnel qui passe par plusieurs étapes, dont peut-être un accord sur la Constitution?
Oui, déjà que le Mali a déjà organisé un référendum qui est un test pour pouvoir voir les contours si le Mali peut arriver à organiser de bonnes élections présidentielles en 2024. Déjà en février 2024, le 4 février 2024, je peux dire. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que bon, les gens pensent que le Mali est dans une situation stable pour pouvoir avoir une constitution qui répond à toutes les normes. Non, vous savez, le Mali est dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Non, mais la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Il y en a de ces constitutions. On ne peut pas dire parce qu'on est en état exceptionnel, faire une Constitution taillée sur mesure. Hein? IBK avait eu envie de faire ce référendum-là en 2017. C'est parce qu'il n'a pas rencontré l'adhésion populaire qu'il n'a pas pu le faire. Maintenant, si celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est dans une certaine condition, dit, bon, nous, on va aller au référendum et trouver les textes de loi qui permettront au président de mieux diriger, même de réorganiser la vie de la nation, parce que l'article 57 permet au président de déterminer la direction politique de la nation, de nommer le Premier ministre, de les révoquer à tout moment, de nommer les membres du cabinet du gouvernement. Moi, je ne trouve rien de scandaleux à ça. Alors que maintenant, rien ne prouve réellement. À quoi faut-il s'attendre par rapport au prochain sommet de la CEDEAO? Oui, vous savez, il ne s'agit pas que du Mali ici. Il ne s'agit pas que du Mali. Il y a le Burkina et la Guinée. Le Burkina qui a prévu organiser les élections présidentielles, je pense bien, en février 2025. Oui. Et aussi, déjà, la Guinée a déroulé son chronogramme avec les régionales, les législatives et ensuite les présidentielles qui vont suivre en novembre 2025, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, cette fixation qu'on fait sur ces trois pays-là, pour moi, c'est un peu trop. C'est un peu trop. On a trop de problèmes dans la sous-région. Et quand on traite les autres là-dedans, quand on traite les quels autres... sont ces problèmes? Écoutez, il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Restez dans la logique. Oui, le temps est contre nous. Oui, vous savez, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Dans la sous-région, on a le problème de libre circulation des personnes et des biens. On a le problème des putschistes constitutionnalistes, des gens qui veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam. Le passage du pouvoir au civil dans les pays en transition. Oui, il n'y a pas que le passage du pouvoir au civil. Moi, je ne vois pas les choses dans cette logique-là. Il y a quelque chose d'autre. Ceux-là qui sont au pouvoir, qui sont des civils, qu'est-ce qu'ils font? Ou un sommet pour revenir sur de meilleurs sentiments par rapport à ces trois pays, en quelques secondes. Peut-être, bon, je ne sais pas la feuille de route qui a été déterminée pour ces trois pays-là, l'ordre du jour qui sera discuté. Peut-être qu'ils seront accompagnés dans l'organisation de ces élections à venir, parce que moi et ces pays-là ont fait assez de progrès en déroulant des chronogrammes, en déroulant des calendriers, en disant que bon, voilà, en donnant des dates fixes d'organisation de ces élections-là. Donc pour moi, le problème ne se pose pas. Maintenant, ce qui est la CEDEAO aujourd'hui doit essayer de ramener ces pays-là, de discuter avec eux. S'il y a quelques apports qu'il faut faire, bon, qu'ils le fassent. Et puis bon, on aide la CEDEAO. Rappelez-vous que les sanctions qu'avait faites la CEDEAO à l'encontre du Mali, c'était des sanctions illégales parce que ce n'était pas contenu dans le statut de la CEDEAO. Ils savaient très bien qu'ils étaient en erreur. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est plus fort, qui les pistonne, raison pour laquelle ils ont été à l'extrême. Mais ces sanctions-là pesaient autant sur le Mali que sur toute la sous-région. Rappelez-vous très bien que le Mali a des accords de partenariat avec le port de Togo, le port du Bénin, ainsi de suite. Donc forcément, si les Maliens n'arrivent plus à faire importer leurs produits comme ils le voulaient, ben, cela a des impacts sur toute la sous-région. Donc c'est tout à fait normal. Merci à vous pour ces réflexions. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.